Bonjour Madame Saal. Dans le cadre de cette journée consacrée à la santé au travail que nous organisons à Biarritz, vous avez bien voulu répondre à nos questions. Je vous en remercie. Elles sont au nombre de 5 et donc voilà, je vais vous les poser. À propos de votre mission au sein du ministère de la Culture, vous étiez depuis 2 ans haut fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations, et vous êtes depuis quelques jours nommé haut fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations, toujours au sein du ministère de la Culture. En quoi consistait votre fonction jusque-là et quel est désormais le périmètre de vos nouvelles fonctions? Quel est le sens de cet élargissement de votre périmètre, s'il vous plaît? Alors, d'abord, bonjour à vous et à celles et à ceux qui m'entendront, et merci beaucoup de m'avoir offert l'opportunité formidable de m'exprimer à l'occasion de l'événement que vous organisez. Pour répondre à cette première question, finalement, quelques éléments assez simples. En effet, la dénomination de mes fonctions vient d'être modifiée, puisque quand on parle de responsabilité sociale des organisations, de même que quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, RSO ou RSE, qui sont maintenant des sigles qui sont un peu entrés dans le vocabulaire courant, on parle finalement à la fois des sujets que je traite depuis maintenant un peu plus de 3 ans, la prévention des discriminations au sens large, la diversité, l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment dans nos secteurs, les services, les établissements culturels, toutes les institutions culturelles du territoire et toutes les politiques culturelles que porte à la fois le ministère et ses opérateurs. Et la nouvelle dénomination marque le fait qu'au-delà de ces sujets, discrimination, diversité, égalité, j'ai vocation à préparer l'élargissement de ce portefeuille aux autres volets de la responsabilité sociale des organisations et notamment toutes les questions relatives, si importantes, on le sait, au développement durable. Donc, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est un élargissement du périmètre d'intervention de façon justement à avoir une vision ample, élargie de tous ces sujets qui sont maintenant au cœur à la fois de nos sociétés, de nos services publics, des entreprises privées également, et qui portent à la fois sur la responsabilité sociale et sociétale, mais également sur la responsabilité environnementale de ces structures. Très bien, merci. Alors justement, s'agissant plus particulièrement de l'implication du ministère de la Culture sur ces sujets de sexisme, de harcèlement, de discrimination, de diversité, d'égalité, qui sont des sujets qui sont étroitement liés, euh, au sein des établissements publics ou des établissements financés, privés, mais financés par le ministère, pouvez-vous nous présenter en quelques mots un exemple concret d'intervention que vous auriez eu vous-même l'occasion de piloter? Alors, ce qui est très compliqué dans votre question, c'est qu'elle m'impose de choisir dans une palette très large d'actions qui sont, heureusement d'ailleurs, menées par le ministère de la Culture. Nous avons fait en sorte d'intervenir dans beaucoup de champs différents. Je vais peut-être prendre très rapidement un exemple dans le champ de la prévention et de la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste, qui sont non seulement une réalité très prégnante dans nos univers professionnels, pas seulement ceux-là, bien sûr, mais en tout cas, on sait à quel point c'est un sujet de préoccupation qui a été trop peu et trop mal traité jusqu'à présent. Et l'exemple que je vais prendre, c'est celui de l'action très volontariste, très déterminée et finalement plutôt bien organisée et très opérationnelle que nous avons lancée avec le Centre national du cinéma et l'association 50-50 pour faire en sorte que la totalité des entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo s'engagent effectivement à mener des actions de prévention et de lutte contre les VHSS avec toute une dimension de formation des responsables et des dirigeants, avec des désignations de référentes et référents dans les entreprises et sur les tournages, avec l'identification de processus pour
punir, le cas échéant, les coupables et pour protéger les victimes. Et tout cela qui a été mis en place avec le CNC et les entreprises des secteurs considérés a d'autant plus d'importance que désormais, les aides financières délivrées par le CNC, et on sait à quel point elles sont importantes dans le champ du cinéma, de l'audiovisuel, aussi du jeu vidéo, ces aides financières ne pourront plus être accordées que si les entreprises souscrivent effectivement et respectent effectivement tous ces engagements formellement énumérés de lutte et de prévention des VHSS. Et nous avons entamé exactement la même démarche, et elle est opérationnelle depuis maintenant presque un an, avec, dans le domaine de la musique, avec le Centre national de la musique, et désormais toutes les aides financières, tous les soutiens financiers attribués par le CNM sont conditionnés à la signature d'une charte d'engagement contre les VHSS que tout le secteur de la musique, depuis les entreprises de l'industrie phonographique jusqu'aux petits festivals de musique en région, doivent souscrire, à laquelle ils doivent souscrire pour précisément avoir accès aux aides financières. Et je crois que ce lien de conditionnalité entre les aides publiques et des actions déterminées, engagées, là on parle de lutte contre les VHSS, mais on pourrait tout aussi bien parler de programmation et de présence effective, visible, des femmes dans les programmations, ou de présence des femmes à la tête des structures. Tout cela me semble marquer non pas une rupture, le terme serait peut-être excessif, mais en tout cas une inflexion extrêmement significative. Faire de grands discours sur l'égalité, on en a fait beaucoup pendant des décennies, et ça n'a malheureusement pas changé la donne des inégalités. Et donc aujourd'hui, et le ministère de la Culture le prouve, je l'espère en tout cas, tous les jours, nous sommes dans l'action et dans la réalité concrète. Bien, merci, parce que du coup, je rebondis sur ces derniers propos, c'est-à-dire que vous qui suivez ces sujets un peu partout en France et qui, du coup, avez la possibilité de voir comment ces progrès peuvent apparaître. À quel endroit est-ce que vous avez pu véritablement vérifier que les actions que vous portez, cette conditionnalité, la pédagogie, mais aussi à certains endroits peut-être d'autres démarches, processus de travail, à quel endroit véritablement vous avez pu observer un changement profond et à quoi est-ce que vous liez ces progrès? C'est-à-dire, est-ce que, à votre avis, ils sont plutôt à mettre du côté de l'évolution de la loi, ou est-ce que c'est un changement de mentalité qui est une sorte comme ça de mouvement de fond qui se met actuellement en place, ou est-ce que c'est plutôt une prise de conscience qui fait que du côté des opérateurs comme la médecine du travail, comme le CMB Santé qui vient de changer de nom, qui s'appelle Tali Santé, ou les organismes de formation, est-ce que c'est ces organismes-là qui maintenant sont peut-être plus à même de faire changer les mentalités et les comportements, ou est-ce qu'encore peut-être ces progrès sont-ils liés à l'amélioration du dialogue social au sein des organisations, peut-être même la formation des dirigeants, ou est-ce que c'est un petit peu tout ça de là où vous êtes, qui est un remarquable endroit d'observation et en même temps d'action, comment est-ce que vous voyez ces progrès? À quoi, à votre avis, sont-ils liés? Écoutez, moi, il me semble que tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les structures qui opèrent dans ce champ, à la fois de la santé au travail, les organisations syndicales qui représentent les personnels ont un rôle absolument fondamental à jouer, et je crois vraiment qu'elles le jouent très bien. D'autre part, l'arsenal législatif et réglementaire, il existe dans notre pays, il existe depuis longtemps. Simplement, ce qu'on a constaté trop longtemps, à la fois dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère culturelle, qui est celle dont je m'occupe, c'est que les textes, bien que existants et très clairs, notamment par exemple sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, n'étaient pas appliqués avec toute la rigueur et l'effectivité nécessaire. Et c'est à ça, finalement, que nous nous attelons en faisant en sorte de faire
converger la loi, le droit et les faits, la réalité quotidienne que connaissent les femmes dans l'exercice de leur activité professionnelle. Alors, les progrès, effectivement, sont également liés, vous l'avez très bien dit, à une évolution sociétale profonde. Alors, évidemment, les derniers événements qui se sont produits, notamment au travers du mouvement MeToo, au travers de la prise de parole de beaucoup de femmes qui ont dit la réalité des violences, du harcèlement qu'elles subissaient, tout cela a joué aussi un rôle déclencheur et vraisemblablement accélérateur. Et ce qu'il nous faut garantir aujourd'hui, c'est que ce mouvement s'inscrive dans la durée. Alors, les progrès réalisés, ils se manifestent finalement de façon assez mesurable. Et c'est ça finalement ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions, encore une fois, au-delà des prises de parole, des bonnes intentions, des beaux discours, mais qui finalement ne changent pas forcément la réalité quotidienne, c'est de pouvoir mesurer, de pouvoir compter. Nous avons au ministère de la Culture, et depuis maintenant presque 10 ans, puisqu'il fêtera son anniversaire l'année prochaine, un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui est un document qui paraît chaque année en mars et qui, au travers de pas loin de 80 tableaux dans différents secteurs d'activité, donne les chiffres, mesure, compte, quantifie la présence des femmes. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque pendant très longtemps, en tout cas depuis la création de l'Observatoire en 2013 jusqu'en 2016-2017, on a constaté, année après année, que les tableaux reflétaient des inégalités persistantes et que finalement ces chiffres n'évoluaient pas. Et contrairement à ceux qui avaient tendance à considérer que le progrès vers l'égalité se réaliserait de manière fluide, continue, harmonieuse, mais qu'il fallait sans laisser le temps, ben, en réalité, pas du tout. S'il n'y a pas d'action déterminée et de politique réellement audacieuse et incitative, passant par des quotas, passant par l'égaconditionnalité que je mentionnais tout à l'heure, parfois on risquait d'attendre encore quelques décennies, peut-être plus, pour atteindre enfin un équilibre, voire la parité. Et donc, là, les progrès ils se sont mesurés finalement au cours des toutes dernières années. Grâce à cet observatoire, nous avons pu voir, par exemple, en matière de nomination des femmes à la tête des structures, donc à des postes de responsabilité, on a franchi un pas considérable. Je vais vous en donner 3 exemples. Le premier, à la tête des directions régionales des affaires culturelles. Il y a encore 4 ans, les femmes directrices régionales des affaires culturelles étaient représentées moins du tiers des DRAC. Aujourd'hui, nous avons dépassé 40%. On est à 42% de femmes DRAC. Pareil, à la tête des établissements publics qui dépendent directement du ministère de la Culture. Nous étions à également un petit tiers d'établissements publics dirigés par des femmes. Aujourd'hui, là encore, et en peu de temps, en 3 ans, nous avons dépassé 40%. On est à 43%, et la feuille de route égalité du ministère prévoit que nous devrions, dans les toutes prochaines années, peut-être en 2022, ou en tout cas pas trop loin, atteindre l'égalité, 50%. Et puis, dans le domaine du spectacle vivant, donc des structures qui relèvent moins directement que les établissements publics du ministère de la Culture, qui sont les centres dramatiques nationaux, qui dépendent à la fois de l'État et des collectivités territoriales. Là également, nous étions à, je crois, 27% de femmes à la tête des CDN, et grâce à la vague de nominations récentes, sous l'impulsion, bien sûr, du ministère de la Culture, et également des collectivités territoriales concernées, nous avons également, et ça s'est passé cet été, dépassé 40%. Et donc, vous voyez que ce déclic, finalement, là, on ne parle que de la responsabilité des structures. Mais avoir une femme à la tête d'une structure peut également impliquer une attention plus vive, une vigilance réelle sur la programmation. Parce que notre volonté, c'est qu'évidemment, le talent, la compétence, le savoir-faire, l'expertise des femmes puissent se déployer dans tous les secteurs et notamment sur les scènes de musique, de danse, de théâtre,
derrière et devant les caméras, dans les industries du numérique ou du jeu vidéo, et faire en sorte que cette égalité qui est de fait dans la répartition femmes-hommes de la société, elle se reflète également dans la totalité de nos activités artistiques et culturelles. Merci pour ces exemples. Alors, du coup, ça appelle peut-être une dernière question qui est liée aussi à la période que nous traversons, notamment avec la réouverture des lieux de culture et la mise en place du pass sanitaire. Pensez-vous que ce contexte particulier où on voit que nos institutions culturelles un peu partout en France sont occupées à remettre en route des équipes, des plateaux techniques, des espaces de travail et de démonstration. Est-ce que vous pensez que ce contexte est propice à la continuité de ces progrès ou au contraire peut générer peut-être d'autres préoccupations, d'autres urgences et peut-être faire passer au second plan des enjeux d'égalité, de diversité que nous évoquons depuis le début de notre échange. Alors précisément, vous mettez le doigt sur le caractère complètement ambivalent, finalement, des conséquences de la crise sanitaire et économique que l'ensemble des secteurs ont traversé depuis presque 2 ans maintenant. C'est un risque incontestablement, puisqu'on peut considérer que d'autres priorités, d'autres urgences prennent le pas sur la promotion de l'égalité, de la diversité et sur la prévention des discriminations en général. Et on a vu d'ailleurs, de façon assez violente, que pendant le plus fort de la crise sanitaire, je vais vous en donner un exemple très précis, les femmes qui avaient, en termes de présence dans les médias, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, intervenant en tant qu'expertes, on avait réussi, je dirais à grand-peine, enfin, on avait atteint ce résultat, on avait réussi à faire en sorte qu'elles représentent plus de 35% du pourcentage de personnes interrogées et présentes sur les plateaux de télévision ou à la radio. Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on a constaté? Que de 35%, le pourcentage de femmes interrogées, présentes et visibles, l'ensemble de la population française, ce pourcentage était inférieur, était passé à moins de 20%, voire autour de 10%. Ça voulait dire que on a considéré que les femmes n'avaient pas la compétence scientifique, médicale, économique pour intervenir et que la crise arrivant, on oubliait complètement de les solliciter, on ne donnait plus la parole aux hommes. Donc c'est dire à quel point le phénomène de progrès qu'on évoquait tout à l'heure a aussi, enfin, comment dire, intègre un risque de réversibilité. C'est-à-dire qu'aucun progrès ne peut être considéré comme absolument définitif. Donc il faut toujours faire très attention au risque de retour en arrière. Et effectivement, la crise économique, sanitaire et leurs conséquences peuvent avoir des effets négatifs. Mais comme je suis plutôt d'un naturel optimiste, je me dis que cette crise, avec la réouverture, enfin, des lieux de culture, peut également être une opportunité permettant finalement de considérer que donner la parole, laisser la place à d'autres talents, à d'autres regards sur l'art, sur la société, d'autres manières de dialoguer avec l'autre et avec le monde, implique justement d'ouvrir le champ et de faire enfin leur place à celles, les femmes, et à celles et à ceux qui incarnent la diversité, de proposer finalement des regards sur le monde et des formes de création qui ne sont pas la simple reconduction, la simple reproduction d'un modèle dont peut-être d'ailleurs aujourd'hui les publics ne veut plus, veut moins. Donc je me dis que cette crise-là, et en tout cas c'est dans ce sens-là que je crois nous devons ensemble travailler, peut représenter également une formidable opportunité de diversité et d'ouverture.
Merci, merci beaucoup pour cette conclusion optimiste. Nous espérons vous revoir bientôt en Nouvelle-Aquitaine pour d'autres temps de travail que nous aurons sur ce même sujet. Bonne continuation à vous et à bientôt. Merci, à bientôt.